Bon, je suis pas exactement certain ce qui est arrivé lors de la dernière leçon, mais malheureusement, on n'a pas parvenu à enregistrer ma voix. Donc aujourd'hui, nous allons, mais je vais refaire la leçon d'une version abrégée au sujet des années napoléoniennes. Ce qui est important à noter, la leçon d'aujourd'hui va surtout concentrer sur 1799 à 1804. OK, donc c'est surtout les réformes politiques que Napoléon a apportées à la France. Donc, juste un petit aperçu de qui était Napoléon. Il était né en 1769. Euh, Ce qui veut dire qu'il était né dans le temps qu'il y avait encore un monarque. Il y avait des descendances italiennes, ses parents. Ils habitaient sur une petite île qui était à l'extérieur de l'Italie, qui était des nobles d'ailleurs. Il savait à l'âge de 9 ans, donc c'est pour vous donner une idée de à quel point est-ce que c'était un homme qui était fort sur militaire. Il était déjà inscrit dans une école militaire. Il était très fort en mathématiques et en géographie. Suite à ça, lorsqu'il a tourné 15 ans, il s'est inscrit dans la meilleure école militaire de la France. D'ailleurs, elle s'appelait l'école militaire. À l'âge de 16 ans, c'est exactement là qu'il débute. OK, il sort de l'école et il débute sa carrière en tant que militaire. Lorsqu'il était dans le militaire, Napoléon était un génie. OK, non seulement de côté tactique, stratégie, c'est un génie d'artillerie aussi. Alors, c'était une de ses grandes forces. C'était aller en guerre. Napoléon était un des plus forts, comme on pourrait dire. Il était aussi considéré un enfant du siècle des Lumières parce qu'il avait seulement 20 ans lorsque la Révolution a débuté. Donc, il était né pendant le temps que les philosophes, et il a vécu ça, l'époque du siècle des Lumières. Et pour lui, c'était pas nécessairement qu'il était en faveur de la Révolution. De son côté, lui, il disait toujours qu'il faut, peu importe de quel côté qu'on suit, pourvu que nous sommes sur le côté gagnant. Donc Napoléon, lui, s'en sac des mentalités pourvu qu'il est sur le côté gagnant. Donc il va s'échanger de côté. C'est pour ça aussi que nous avons vu au début, il aidait le directoire. Et lorsqu'il s'est fait convaincre que peut-être qu'il serait mieux de défaire le directoire, il a éventuellement changé de côté. Une des choses qui l'a aidé énormément, c'est que lorsque la révolution a commencé, on a commencé à avoir les guerres révolutionnaires, ou l'armée révolutionnaire, c'est-à-dire les nobles quittaient beaucoup l'armée. Donc, les gens qui étaient haut placés dans l'armée, ils quittaient. Ce qui permet à Napoléon de monter beaucoup plus vite dans les rangs. Juste un aperçu vite fait de la période qu'on sait. Donc, comme j'avais mentionné, c'est 1799 à 1804. Napoléon est entré au pouvoir le 25 décembre 1799 par un référendum qui était presque unanime. Il a créé une constitution qui lui donne le pouvoir suprême. Là, le pouvoir suprême, je ne sais pas pour vous autres, mais je ne connais pas une grosse différence entre suprême et monarque absolu, sauf que lui, c'est pas héréditaire. Donc, il est en train de changer un peu les mots pour qu'il puisse dire au peuple que s'il n'est pas une monarchie absolue. Mais en tant que premier consul, il a le pouvoir absolu. Donc, pas nécessairement une grosse différence. Euh, Lui, ce qu'il a tenté de faire, c'est de gouverner la France avec loyauté. Donc, je vais récompenser tout ce que tu fais pour la France. Okay? C'est plus un système où est-ce que tu as de l'argent ou peu importe. Lui il disait si tu as des bonnes habiletés, donc si tu es capable de, si tu es bon dans l'armée, je vais te récompenser. Par contre, l'argent est quand même la façon de déterminer un statut, mais une des choses qui est importante, c'est si tu es loyal à la France, tu vas recevoir de l'argent, ce qui veut dire qu'éventuellement ton statut va monter aussi. Regardons maintenant aux réformes que Napoléon a fait. Premièrement, le code napoléonien. Essentiellement, c'était la loi française. Dans ce code-là, nous avions une loi civique, le code criminel, le code pénal, et vous allez voir qu'il met beaucoup d'emphase sur la protection des propriétés. Donc, Napoléon aimerait que les gens qui ont gagné des terrains ou des propriétés pendant la Révolution, qu'ils puissent les garder. Il essaie également de pénaliser les vrais crimes. Par ça, on veut dire que, genre, les crimes de la religion catholique, pour lui, c'est pas un vrai crime. OK? L'exemple que je donnais en classe, c'est Martin Luther lorsqu'il a cloué ses 95 thèses sur l'Église. C'est pas un crime, ça, pour Napoléon. OK? Lui dit si tu as tué quelqu'un, tu as volé, tu es à l'encontre du gouvernement, c'est des vrais crimes. Ce que l'Église catholique considère comme hérétique, c'est pas un crime pour lui. Son code napoléonien est basé sur deux idées, l'égalité des hommes et protection de toutes les propriétés privées. Encore une fois, les propriétés sont importantes pour lui et chaque homme devrait en principe être égal. Les principes de la Révolution reviennent encore une fois, égalité devant la loi, droit de religion, droit de propriété, les femmes peuvent hériter de l'argent et des propriétés. Et droit de religion, ce qui veut dire que lui, il ne... Mais vraiment, ça lui est égal. Si tu es protestant, si tu es catholique, tu peux habiter en France, puis on va respecter ça. Et puis le fait que les femmes peuvent hériter de l'argent, ah, ils peuvent avoir des choses. Alors, si leurs parents meurent, peu importe, leur mari meurt, ils peuvent l'hériter.
Ce qui arrive par contre, c'est qu'il a quand même genre mis les freins dans beaucoup des droits de la femme. Ils dépendent beaucoup de leur mari et de leur père, donc ils sont dépendants de leur mari et de leur père. Puis une des bonnes choses, c'est qu'il est plus facile d'obtenir un divorce, mais c'est pas exactement bon. Si tu obtiens un divorce de ton mari, ça veut dire que tu dépends de ton père. Alors, je sais pas ce qui est mieux à avoir comme dépendance, mais en tout cas. Tu peux pas acheter ou vendre une propriété sans la permission de ton mari. Alors, même si tu as une propriété, tu peux pas la vendre à moins que ton mari te donne la permission de le faire. Et tu peux pas aller acheter quelque chose à moins que ton mari donne la permission de le faire. Le revenu des femmes sera directement au mari. Donc, si la femme fait de l'argent, automatiquement, l'argent est donné au mari. Et conséquemment, s'ils sont dépendants de leur père, l'argent va au père. Donc, la femme ne peut pas avoir d'argent. Et réciproquement, s'ils sont mariés en plus, la propriété, techniquement, si elle ne peut pas le vendre sans la permission du mari, la propriété est techniquement au mari. Une des choses qu'on remarque aussi, c'est qu'il était beaucoup plus strict chez les femmes avec l'adultère que chez les hommes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on parlait tantôt que Napoléon, j'ai parlé tantôt, mon Dieu, je me parle à moi-même. J'ai dit tantôt que les carrières, où il récompensait la loyauté envers la France. Un exemple, c'est qu'il encourageait d'avoir une carrière selon tes aptitudes. Et puis, comme on a mentionné en classe, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Ok? Tes habiletés, tes aptitudes, souvent, c'est là-dedans que tu vas te lancer comme carrière. Alors, lui, il disait que tu peux augmenter ton statut si tu utilises tes habiletés ou tes aptitudes. Il a fait ce qu'on appelle une noblesse. Il a créé une noblesse impériale. Et ça, c'est quelque chose qui va être récompensé en tant que noble. C'était surtout récompensé aux officiers et aux généraux. Mais il récompensait également les gens qui ont servi l'État, puis il donnait des titres. Ok, là, je mets des titres en guillemets, c'est parce que ces gens nobles et parias, ce n'était un des titres. Il pouvait te donner un autre titre, mais 50% des titres étaient attribués au peuple militaire. Ce qui veut dire qu'il mettait beaucoup d'emphase sur la guerre et sur le militaire. Puis, une autre chose, c'est qu'encore une fois, la richesse détermine quand même ton statut, mais cela bénéficie la classe moyenne. Parce que vous vous rappelez des bourgeois. Les bourgeois, eux, ils avaient de l'argent, mais il n'y avait aucun pouvoir politique, il n'y avait aucun pouvoir parce que les nobles étaient quand même plus haut classés que eux dans les États. Alors maintenant, hein, ils peuvent utiliser l'argent qu'ils ont pour avoir un statut plus haut. Entre 1808 et 1814, Napoléon va avoir créé 3600 titres, mais ça semble peut-être comme beaucoup. C'est environ 15% des nobles qui existaient dans l'ancien régime de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Donc c'est quand même vraiment, c'est un nombre très, très minuscule. Il accorde également une amnistie aux nobles ayant quitté la France. Pour ça, on veut dire qu'il y a eu plein de nobles qui avaient quitté la France lors de la Révolution. On parlait militaires, il y en a qui ont quitté. On parlait aussi, on avait vu le film Marie-Antoinette, tous les nobles qui ont quitté le château de Versailles. Donc, il y a eu beaucoup de nobles qui se sont sauvés dans des pays avoisinants comme l'Italie, le Saint-Empire romain. Alors, lui, ce que Napoléon a dit, c'est: je vous donne la permission de revenir chez nous. Il n'y a pas de catch, là. Vous pouvez revenir, vous êtes les bienvenus chez nous. Alors, vous commencez à voir un peu comment est-ce que Napoléon essaie de plaire à tous les gens. Donc, son système de récompense plaît beaucoup aux bourgeois. Et il est en train aussi de plaire aux nobles d'une façon. Et le seul groupe qui va vraiment perdre des choses de la Révolution, c'est les sans-culottes, donc les pauvres urbains. Les pauvres urbains, eux, ils étaient vraiment les fous, là, avec les républicains, que Napoléon veut vraiment plus revoir. Il ne veut pas qu'eux, ils rentrent au pouvoir. Il ne veut pas qu'ils aient une grosse influence. Donc, avec raison, une des choses qui leur donne pas le droit, c'est de former une union. Il va également avoir une réforme religieuse avec Napoléon, de ce qui va, on va appeler ça le Concordat de 1801. Mais d'ailleurs, Napoléon, c'est qu'il y avait une idée derrière ça. Il croyait que si je fais une paix avec l'Église, ça va affaiblir le lien entre l'Église et les monarques. Parce qu'on a encore la mentalité que le monarque est choisi par Dieu, etc. Il dit, si je fais un accord avec l'Église, ça va peut-être affaiblir le lien qui existe déjà. Ils vont peut-être avoir un lien avec moi aussi. Et puis, une autre de ces raisons, c'est que il disait que la religion permet aux gens d'accepter les inégalités économiques. Donc, il dit, si jamais je suis un pauvre, et puis il y a un riche qui est en train de manger, puis moi, je suis en train de mourir de faim, je l'accepte beaucoup plus facilement si je crois en Dieu. Donc, je dis, si Dieu le veut, c'est ça qui va arriver. Okay? Ça l'empêchait également, les pauvres, d'aller tuer un riche. Okay? Donc, il croyait que ça faisait genre une paix avec le peuple. On acceptait beaucoup plus les choses. Dans le Concordat de 1808, le pape va d'abord renoncer toutes les propriétés qu'il a perdues lors de la Révolution. Vous vous rappelez du règne de Terra?
Quand les paysans ont commencé à rentrer dans tous les terrains, ont commencé à tuer plein de nobles, ils ont pris plein de terrains qui appartenaient au pape. Okay, il dit les propriétés là appartiennent encore aux paysans. Donc, encore une fois, vous voyez qu'il essaie de plaire aux paysans maintenant. Napoléon va reconnaître le catholicisme comme la religion de la majorité du peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? La majorité de mon peuple est catholique. Oui, je l'accepte. Ça fait absolument rien de différent, mais au moins il le reconnaît, puis c'est ça que l'Église voulait. Le gouvernement va avoir le pouvoir de nommer certains de ses évêques. Donc, il va pouvoir décider est-ce que cette personne est un évêque ou non. Mais en retour, euh, on voudrait que les prêtres soient maintenant des prêtres qui... Lorsqu'il y avait eu la Révolution, pardon, on demandait aux gens d'accepter la Révolution. Les prêtres devraient être des prêtres qui étaient en faveur de la Révolution, du côté de la Révolution, puis les prêtres qui ne voulaient pas se faisaient exiler. Donc, on dit on veut revoir les prêtres qui ont été exilés. On ne veut pas avoir des prêtres qui doivent dire je suis là pour la France, je suis là pour la Révolution, etc. Mais la clause de Napoléon, c'est qu'ils doivent dire qu'ils sont là pour Napoléon et ils sont en faveur du gouvernement napoléonien. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ils vont revoir le droit de pratiquer la religion catholique dans le public. Donc, ce qui veut dire, d'une façon ou d'une autre, lorsqu'on avait les républicains, on avait beaucoup de déisme. On ramène la mentalité catholique. Mais ce que Napoléon demandait, c'est que toutes les religions ont les mêmes droits. Donc, il n'y a pas de loi qui est en faveur des catholiques plus que les protestants. Et il veut retourner au calendrier catholique. Donc, le calendrier de 3 semaines, de 10 jours qui existait, que les républicains avaient apporté, on ne veut plus avoir ça. Mais Napoléon dit que je dois avoir le droit d'avoir des ministres protestants. Là, vous voyez encore une fois comment est-ce que Napoléon est en train d'essayer de plaire à tous les peuples en disant, ben, OK, on est en accord, donc le clergé est content, là. Mais j'ai des protestants dans mon pays, donc je vais faire certain que dans cet accord-là, j'ai des ministres qui sont protestants, que les protestants aient un mot à dire dans les décisions. Vraiment, on sait que Napoléon a tous les mots à dire. Pour une réforme économique, il a créé la Banque de France, il a équilibré le budget national, et il a établi de l'argent qui a du sens. Donc, on avait plein de systèmes qui étaient étranges. Là, on a eu le système napoléonien de monnaie. Dans ses réformes, il a mis le manger à des prix raisonnables. Il a fait certains qui avaient plus d'emplois. Il y avait moins de taxes sur les fermiers. OK? Donc, on réalise que les fermiers, les gens qui appartenaient à des terrains, avaient beaucoup de taxes, surtout durant le temps des monarques. OK? Les terrains religieux demeurent aux paysans, on en a déjà parlé. Une différente façon de collecter des taxes et il a quand même mentionné la même loi qui existait pendant la Révolution. Il n'y a pas d'union qui seront permises. Wow. Retournons en arrière. OK. Il y a également une réforme éducative. Sur ce système-là, il est basé sur un système d'éducation publique qui est standardisé. Par ça, je veux dire, comme le curriculum de l'Ontario. Tout le monde doit apprendre la même chose selon le curriculum de l'Ontario. Tu peux l'enseigner de différentes façons. Alors lui, il dit on doit enseigner la même chose à tout le monde. Et il offre une éducation au niveau secondaire et supérieur. Supérieur, ça serait genre un peu comme l'université pour nous aujourd'hui, ou le collège. Son éducation détermine ton statut social. Donc, il y avait deux systèmes en plus de ça qui avaient été inventés par Napoléon. Donc, il y avait le système pour les 12 ans et plus. Donc, ça, c'est si tu veux continuer tes études et éventuellement, probablement, devenir un professionnel ou travailler dans une situation gouvernementale. Ou il y avait le système pour ceux qui travaillent à 12 ans. Donc, à 12 ans, tu as fini l'école, puis tu t'en vas dans le marché de travail. Donc, ça, c'est surtout pour plaire aux paysans ou à la classe moyenne qui doit aller travailler, les pauvres urbains aussi. Alors, encore une fois, on voit comment est-ce que Napoléon offre des options pour les différents groupes. Et en plus de ça, ce système-là va augmenter la grosseur de la classe moyenne. Alors, il dit, si je éduque les gens, ils vont être beaucoup plus qualifiés, ils vont aller travailler, ils vont faire plus d'argent, je vais pouvoir taxer plus. Surtout si je travaille sur un système de pourcentage. Plus mon peuple fait d'argent, plus le gouvernement reçoit de l'argent. Une des choses, par contre, que les gens n'ont pas aimé était la réforme policière. Donc, il a créé un État policier. Et dans cet État-là, il y avait un système d'espions. Donc, il pouvait, s'il soupçonnait que tu étais un espion, s'il soupçonnait que tu étais à l'encontre du gouvernement, il pouvait faire une surveillance continue sur toi. Donc, il pouvait avoir des espions qui te suivent alentour sans que tu le saches. Et c'était pas contre la loi de le faire. Il y avait aussi des prisonniers politiques. Donc, aussitôt que tu étais à l'encontre de Napoléon, comme dans le règne de terreur, sauf qu'on ne va pas tous les tuer comme Montaigne avait fait. Pardon. On ne va pas tous les tuer. On en avait 2500 qui étaient prisonniers en 1814.
Durant ce temps-là également, une des choses que Napoléon a fait, qui a fait beaucoup questionner son peuple, c'est qu'en 1804, il a exécuté un Bourbon. Les Bourbons, évidemment, qui est la famille royale, le duc d'Enghien. OK? Ce qui arrivait, c'est qu'on croyait que le duc était en train d'organiser un plan pour se débarrasser du gouvernement de Napoléon puis de ramener la famille Bourbon au trône. Il n'y avait aucune preuve comme qui existait comme telle. C'est juste des rumeurs. Fait que là, lui, Napoléon, pour être certain, il l'a exécuté. Alors, regardons à nouveau les désavantages de la réforme de Napoléon. Premièrement, il y a une égalité pour les femmes. Okay? La plupart des lois qui existent en ce moment n'existent pas pour les femmes. Tu n'as pas le droit de former une union. On a genre un retour de l'absolutisme en France avec cet état policier-là. Okay? Donc, d'où ce que le gouvernement ou le premier consul, dans ce cas-ci, est le régneur absolu. Okay? Il décide ce qui se passe. Et il va pratiquer le népotisme. On n'en a pas parlé trop. Le népotisme, ça veut dire que j'attribue certaines régions, certaines régions que j'ai parvenu à gagner dans des gares, je le donne à des gens qui sont parentés avec moi ou des meilleurs amis. Donc, c'est du favoritisme, essentiellement. Regardons aux guerres de Napoléon, vite faites avant qu'il entre au pouvoir. C'était vraiment une série de guerres courtes, et puis vraiment la seule place qui était, ou le seul pays qui était allant constamment en guerre avec, ou continuellement en guerre avec Napoléon, c'était l'Angleterre. Et, nous avions quatre grandes puissances à l'époque, autres que la France, la Grande-Bretagne, l'Autriche, la Prussie et la Russie. Et parmi ces quatre-là, il y en a certains d'entre eux qui ont été alliés avec Napoléon pendant son règne, pour leur propre bien. OK? So, pour des raisons diverses, vous allez les voir demain, ou vous allez les voir dans la prochaine leçon. Mais tranquillement, pas vite, toute la gang va commencer à réaliser, OK, pour avoir la paix en Europe, pour avoir de l'équilibre, il faut que Napoléon soit enlevé du trône de la France. La guerre de la deuxième coalition. La deuxième coalition, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la première coalition qui avait été à l'encontre des armées révolutionnaires qui a perdu. La deuxième coalition, c'était une alliance entre la Grande-Bretagne, la Russie et l'Autriche, mais c'est surtout la Russie et l'Autriche qu'il faut noter ici. Premièrement, en Nil, qui est la rivière en Égypte, il y avait eu une défaite Napoléon contre les forces navales de la Grande-Bretagne. Et suite à ça, il a été isolé dans le nord de l'Afrique. Là, vous vous dites probablement historiquement, on se dit, OK, c'est fini pour la France. Par contre, il est quand même parvenu à être victorieux face à l'Autriche, ce qui a causé aussi la Russie à se sauver à nouveau en Russie et ce qui a éventuellement isolé la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne était seule. C'était une victoire pour Napoléon dans le nord de l'Afrique et une victoire en général dans la région. Ils ont signé le traité de Lunéville qui disait que c'était la fin de la deuxième coalition. Il y avait des pertes de possession italiennes pour l'Autriche. Donc, il y a des régions d'Italie qui est maintenant appartenues par la France. Certaines régions de l'Allemagne vont être également incorporées dans la France. La Russie a retourné chez eux et nous avons eu un isolement de la Grande-Bretagne. Donc, ça veut dire qu'ils sont seuls encore. Les deux autres pays ne veulent plus l'aider. Pendant ce temps-là, la Grande-Bretagne trouvait qu'elle avait de la difficulté à faire des échanges ou à faire mieux fonctionner leur économie. Ils pensaient que c'est parce que, tu sais quoi, Napoléon a trop de terrain, il nous empêche de nous rendre à certaines régions. Donc, nous allons signer un traité, le traité d'Amiens, avec Napoléon, afin de faire la paix entre la France et la Grande-Bretagne. Donc, en 1802, dans ce traité-là, on a retourné le Trinidad et certaines îles du Caraïbe à la France, que la Grande-Bretagne avait déjà remportées. La France garde ces terrains qu'elle a gagnés. Donc, elle a gagné les parties de l'Autriche, elle a gagné les parties de l'Allemagne et de l'Italie, pardon, et l'Allemagne, et elle n'a pas perdu rien. Et dans ce traité-là, ce que nous avons réalisé si nous étions la Grande-Bretagne, c'est que, hey, on on a- on n'est pas capable de faire plus d'échanges. Alors, Napoléon, il a tout eu. La Grande-Bretagne a rien eu. Donc, évidemment, ça va retourner à la guerre. Et ce qui va vraiment déclencher ça, c'est que l'île de Malte, c'était une des régions que la Grande-Bretagne devrait quitter. Elle n'a pas quitté, donc elle est là à l'encontre de la traité de l'Amiens. Juste d'autres petites choses à réaliser, c'est que dans les années napoléoniennes, il a réorganisé la Confédération de la Suisse. Donc la France appartenait, genre la France et la Suisse, mais c'était pas nécessairement sa propre confédération. OK? Ils ont toujours été incorporés dans une autre région. Et ce que Napoléon a dit, c'est que lui, il a essentiellement dit qu'on ne peut pas forcer nos lois ou notre mentalité à l'extrême sur la Suisse, puisqu'ils sont différents de nous. Alors, ils ont eu la réorganisation de la Confédération suisse. Donc, les Suisses, ils étaient un peu euh,
confus parce que ben, les gens en Suisse, c'est bon et mauvais, là, parce que c'est bon parce que c'est la première fois qu'ils sont reconnus comme un peuple indépendant, mais de l'autre côté, ils sont sous le règne de Napoléon, qui n'est pas un Suisse. Alors, et c'est aussi une des raisons pour laquelle on voit beaucoup de gens qui parlent français, qui parviennent de la Suisse. Il y avait aussi une révolte en Haïti, une révolte d'esclaves en Haïti que Napoléon devrait s'occuper de. Donc, il a envoyé plein de gens là, en guerre face aux esclaves. Mais il y a eu plein de maladies qui se sont répandues. Alors, lui, il perdait beaucoup de soldats et il commençait à lui dire que ça coûtait cher. Pour ne pas perdre trop d'argent, il a vendu la Louisiane aux États-Unis en 1803 afin de se préparer pour la guerre. Donc, lui, il a dit, je vais arrêter mon rêve de vouloir conquérir toute l'Amérique. Je vais commencer par conquérir l'Europe.